Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous présenter ces résultats, pour parler d'un sujet qui vous occupe au quotidien, qui nous tient nous particulièrement à cœur au sein du collectif, qui est le sujet de l'information des consommateurs et de l'accès à cette information-là pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause. On a eu l'occasion d'échanger sur nos trois piliers. Certains d'entre vous ont déjà assisté à certaines de nos conférences sur les trois thématiques qu'on a choisies, la nutrition, l'environnement pour répondre finalement à trois questions que les consommateurs posent en permanence. C'est: je veux savoir d'où vient ce que je mange, par qui c'est fait et comment c'est fait. Et ce qu'on essaye de faire au sein du collectif, c'est de faire un peu un audit de la façon dont les marques répondent à ces trois questions. Et au-delà de l'audit, une fois qu'on a fait le constat, de proposer des solutions opérationnelles pour aider à répondre à cette question, avec l'objectif à la fois de regagner la confiance des consommateurs, parce qu'on sent que c'est un sujet qui est vraiment attaqué, et vous le voyez chacun dans votre quotidien, mais aussi de donner de la force aux entrepreneurs, aux marques qui font des efforts substantiels et parfois supérieurs à ceux d'autres acteurs du marché et qui ne sont pas toujours récompensés des efforts qui sont faits parce que la différence n'est pas forcément visible sur un achat rapide dans les rayons où on passe 3 à 4 secondes pour choisir un produit. Donc, quelques mots sur le collectif pour commencer. Hop, ou pas. Voilà. Donc là, vous avez une photographie en haut à droite des adhérents. On a 60 marques qui sont aujourd'hui regroupées dans le collectif. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va de la coopération agricole, donc plutôt en amont, à des industriels plus classiques, en allant jusqu'à la distribution, parce que Biocoop nous a rejoint il y a quelques mois. Donc on couvre, et c'était l'ambition, l'intégralité de la chaîne de valeur. On a ouvert un collège consommateur pour pouvoir représenter cette parole au plus proche de nos décisions, et on aura un siège au conseil d'administration pour les consommateurs l'année prochaine. Et puis on a ouvert aussi un collège de soutien, parce qu'on s'est rendu compte, quand on a commencé à présenter nos travaux, qu'il y avait un certain nombre d'organisations qui travaillaient dans le même sens, et on s'est dit depuis le début qu'on est plus fort à plusieurs. Donc il y a l'Institut du commerce, pour n'en citer qu'un, j'ai vu qu'ils étaient là aujourd'hui, qui sont avec nous et avec lesquels on partage un certain nombre d'éléments d'études et où on fait de la pédagogie auprès des membres. Et nos modalités d'action, donc les trois piliers sur lesquels on travaille, c'est l'impact environnemental, la nutrition et l'origine, vous les avez en bas, qui correspondent à ces trois questions, d'où ça vient, par qui c'est fait, comment c'est fait, et les modalités d'action, 100% de fonctionnement en fait du collectif. Ça fonctionne sur un principe de cotisation payée par les marques adhérentes, et on réinvestit 100% de ces montants dans deux grandes typologies d'actions. Des actions de lobbying, on assume le fait d'être un lobby à impact, et des actions de relations presse pour pouvoir expliquer, faire de la pédagogie, parce qu'on sait à quel point c'est fondamental pour réussir à faire bouger les choses. Pour mener cette étude, on a travaillé avec l'institut avec lequel on avait travaillé pour Origine Info, parce qu'on avait très bien apprécié le travail qui avait été fait, et on voulait capitaliser sur les learnings de la première étude pour pouvoir aller plus loin. Donc je vais accueillir maintenant Apinio qui va nous rejoindre. Je vais les laisser se présenter et après on va dérouler les résultats de ce qu'on a évalué. Merci David. Bonjour à tous, bienvenue. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc très rapidement, petite introduction d'Apinio. Alors pour ma part, je suis Jean-Yves, je suis le directeur d'Apinio en France. Et Apinio, donc on est un institut d'études international. On est né en Allemagne il y a 10 ans de cela, présent en France et dans d'autres pays maintenant depuis 2021. Voilà, avec une certaine reconnaissance institutionnelle maintenant en France, puisqu'on a été accéléré par l'Union des marques et pour la deuxième année consécutive désigné comme institut à plus forte croissance en Europe. On a une solution d'étude finalement qui est basée sur 3 piliers.
une très forte composante technologique avec des outils de dashboarding et d'analyse IA. Une grosse équipe étude de plus de 70 personnes qui accompagnent nos clients et on a aussi pas mal de panels propriétaires dans différents pays. On a réinventé en quelque sorte les méthodes d'engagement. Dernier point important dans le contexte de l'étude d'aujourd'hui, on est le premier institut d'études en France à avoir été certifié B Corp. Donc c'est beaucoup de fierté qu'on a pu accompagner le collectif sur ces 2 études et que je suis là aujourd'hui pour en présenter les résultats. Donc, petit topo sur la méthodologie de cette étude. On a fait un terrain en septembre sur la population française, représentative donc en termes d'âge, de genre, de CSP, de région. On était sur 1000 répondants et un questionnaire d'à peu près 15 minutes. L'étude a été structurée en 2 parties. Une première partie où on est allé vraiment essayer de comprendre les préoccupations des Français, leurs considérations, fait quelques tests de perception, et une deuxième partie qui était beaucoup plus une mise en situation pour tester justement les performances de la combinaison de différents types d'indicateurs que vous présentera David dans un deuxième temps. Donc sans plus tarder, on va parler quelques chiffres sur les préoccupations et les considérations des Français. Donc première préoccupation ici, donc la santé. On a plus de 8 Français sur 10 qui déclarent accorder beaucoup d'importance à la santé lorsqu'ils consomment de manière générale. Et quand on s'intéresse plus spécifiquement à l'offre alimentaire, bien qu'elle soit perçue comme assez large pour plus de 70% d'entre eux, on voit qu'il y a une certaine insatisfaction, puisqu'on a moins de la moitié des Français qui ont confiance dans les produits qui leur sont proposés, avec un chiffre au plus bas pour la génération 35-44. On a également moins de la moitié des Français qui arrivent à savoir facilement si le produit qu'ils achètent est plutôt bon ou mauvais pour leur santé. Et on a aussi moins de la moitié des Français qui trouvent que l'offre alimentaire aujourd'hui, elle n'est pas adaptée finalement aux enjeux, notamment en termes de santé et d'environnement, et même moins d'1 sur 3 qui considèrent que elle n'est pas transparente sur tout ce qui est aspects sociaux. Cette étude, elle nous a permis aussi de revalider finalement que le trio de tête s'agissant des critères principaux d'achat pour les consommateurs reste les mêmes. Donc à savoir le prix, encore et toujours, en numéro 1 pour 3/4 des Français, suivi du goût, de la qualité nutritionnelle, composition. Donc ça c'est le trio de tête, et derrière on a de suite l'origine avec 33% des Français et des résultats, et ensuite l'impact environnemental. Donc finalement ce dont on s'aperçoit, c'est que si on enlève le prix et le goût, finalement les 3 focus principaux des Français, ça va être vraiment la nutrition, enfin la qualité nutritionnelle, l'origine et l'impact environnemental. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu tester des indicateurs et scores qui s'adressent, en fait, qui adressent ces enjeux-là, hein, ces thèmes. Et donc on les a testés sur 2 métriques particulières. Le premier, c'était la notoriété assistée, et le deuxième, c'était l'impact de ces indicateurs, de ces scores-là, dans l'acte d'achat des consommateurs. Donc ce qui est hyper intéressant là, c'est que bien sûr on a les scores, les indicateurs très établis comme le Nutri-Score, le label rouge, le logo agriculture biologique qui ressort très très haut en notoriété, un peu de 80%. Par contre, quand on s'intéresse au deuxième KPI ici, donc l'impact que cela a sur l'acte d'achat, sur la décision d'achat, on se rend compte que finalement il n'y a que le Nutri-Score qui vraiment, pour 80% des gens qui le connaissent, le prennent vraiment en compte quand ils achètent. On voit par exemple le contraste avec le logo sur agriculture biologique, où on voit que moins de la moitié des gens qui connaissent ce logo finalement le prennent en considération lors de l'acte d'achat. Et on est sur des tendances assez similaires sur les autres logos qui ont des notoriétés beaucoup plus basses. Donc voilà, finalement le Nutri-Score, on voit que ça montre 2 choses. D'une part, qu'il est considéré comme très fiable par les consommateurs. Et deuxième chose, que la nutrition, ça le confirme encore, c'est un facteur assez clé dans l'acte d'achat, puisque il a beaucoup plus d'impact que d'autres aspects que l'on voit ici représentés par d'autres logos. Et nous, on a été plutôt surpris par le niveau. Il sort en numéro 1 à 92% de notoriété assistée. Historiquement, sur l'alimentaire, le label rouge et le bio étaient vraiment les 2 labels un peu cités spontanément par les consommateurs, et en assisté, ils ressortaient très haut aussi. Là, on voit que le travail de fond qui a été fait sur ce logo-là, et comme tu dis, la crédibilité, s'installe vraiment dans le temps en fait. Ouais, chaque année, les chiffres augmentent clairement. Donc ensuite, on a fait un focus sur les scores. Donc on a mis un peu de côté les labels, et on a voulu s'intéresser à la compréhension de ces scores-là. Donc on a pris les 4 scores qu'il y avait dans l'échantillon ici, donc Nutri-Score, Planet Score, qui sont des scores plutôt bien établis, qui sont disponibles. Et
auquel on a rajouté Origine Info, qui est un score qui n'a pas encore été vraiment publié, donc qui se retrouve pas encore en rayon, mais très bientôt. Et également le coût environnemental, qui là aussi n'est pas encore sorti. Donc intéressant de voir que bien sûr le Nutri-Score et le Planet Score sont ceux qui performent le mieux dans la compréhension. À savoir que dans cette étude-là, on leur a présenté de manière assez succincte quel est le concept de chacun de ces indicateurs pour que tous les répondants aient la même base de compréhension. Mais également intéressant de voir que voilà, Origine Info, très clair pour 2 tiers des Français environ, et on a encore un peu de travail à faire sur le coût environnemental, mais qui là encore n'est pas vraiment connu, donc assez normal que le chiffre soit un peu plus bas ici. Donc un travail d'éducation probablement à faire pour une adoption le moment venu. On s'est ensuite intéressé à la partie vraiment purement environnementale, et donc on a voulu mesurer un petit peu la complémentarité entre les 2 scores qui étaient ici étudiés, à savoir le Planet Score d'un côté et le coût environnemental de l'autre. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'après avoir vraiment brièvement présenté ces 2 concepts, on a presque 2 tiers des Françaises et des Français qui considèrent qu'ils sont vraiment complémentaires. En fait, on a besoin des 2 informations pour avoir une réelle valeur au moment de l'achat. Et quand on leur demande même d'identifier quelles sont les différences, finalement, après simplement leur avoir présenté très rapidement, on leur a posé la question en ouvert. Donc on les a laissés s'exprimer, et ce qui ressort, c'est assez clairement, on a une identification des différences clés, à savoir pour le Planet Score, un indicateur qui va être très détaillé, informatif, qui va prendre en compte la biodiversité, les pesticides, le climat, et qui reste constant selon le poids du produit par exemple, alors qu'à l'opposé, on a côté coût environnemental, une mesure qui est beaucoup plus globale, cross-catégorielle, et qui va également varier selon le poids du produit par exemple. Donc voilà, plutôt intéressant de voir cette complémentarité et une bonne compréhension des différences. Et ça, c'est un point hyper important pour nous, même si c'était pas l'objet principal de l'étude, mais ça fait partie aussi des sujets qu'on porte. On est convaincu de cette complémentarité en tant qu'industriel et en tant qu'acteur sur le marché, et on voulait objectiver cette complémentarité au regard de ce que recomposaient les consommateurs. Et on se rend compte effectivement à 2 tiers qu'effectivement il y a quelque chose de très intéressant à jouer en affichant les 2. Elles ne racontent pas la même histoire, les 2 informations, mais elles racontent une histoire qu'ils trouvent importante et complémentaire. Merci David. Le focus suivant, c'était vraiment sur l'aspect nutritionnel. Donc là aussi, assez intéressant. On a voulu capter la perception des consommateurs sur les dernières évolutions du Nutri-Score, qui permettent maintenant de mettre en valeur si un produit, par exemple, est ultra transformé via l'encart noir que vous voyez sur le premier, et le deuxième qui met en valeur lorsque un produit est composé d'ingrédients simples. Et ce qu'on voit dans les 2 cas, c'est qu'on a plus de 2 tiers des Français et des Françaises qui estiment que c'est très complémentaire, autant l'un que l'autre. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait, on peut que l'on utilise le noir pour désigner ce qui est négatif ou le positif, finalement les 2 fonctionnent. Donc là aussi, intéressant de voir que c'est complémentaire avec le Nutri-Score historique finalement. Et ça aussi, c'est un point, pardon, sur lequel je m'attarde 2 secondes, parce que au sein du collectif, on plaide pour que le Nutri-Score devienne obligatoire et qu'il intègre des éléments supplémentaires qui ne sont pas aujourd'hui dedans, comme l'ultra-transformation, qui est un sujet de santé publique qui est en train de monter très fort, et la présence d'additifs, qui est un sujet aujourd'hui, quand vous comparez un jambon sans nitrite, par exemple, et un jambon avec nitrite, ils ont la même note Nutri-Score. Il y en a un qui a un additif pas ouf, et c'est pas tout à fait logique que nutritionnellement ce soit noté pareil. Donc on souhaite aussi que le consommateur soit informé sur cette dimension-là. On l'a pas testé là, on a testé la dimension ultra-transformation, et on sent effectivement que ce soit de manière, comme tu l'as dit, négative ou positive, qu'il y a un intérêt certain des consommateurs sur ce thème. Voilà. Donc finalement, ce qu'on a noté sur cette première partie d'étude, c'est un grand besoin de transparence. Ça, on l'avait déjà vu sur la première, mais aussi un intérêt vraiment des consommateurs pour plus de complémentarité, plus d'informations sur différents aspects qui sont encore une fois les 3 les plus importants, à savoir nutrition, origine et impact environnemental. Donc je passe la parole à David pour nous parler de cette mise en situation très concrète sur packaging dans 3 catégories différentes qui ont donné des résultats assez bluffants. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a, comme je vous l'ai dit, on s'est mis à l'épreuve et on a développé une proposition. Alors elle est totalement imparfaite, mais elle a le mérite de poser le sujet, qui, sous forme d'une étiquette, va regrouper l'origine info, donc sur l'information sur l'origine, l'information sur la nutrition et l'information sur l'environnement.
on a pris le dispositif tel qu'il avait été proposé par le gouvernement au mois de juin. Donc ça, c'est une des versions. Vous verrez que sur un certain nombre de packs, on a testé les autres versions pour voir aussi comment ça réagissait. Le Nutri-Score, tout le monde le connaît. Planet Score, tout le monde le connaît aussi. Et on a travaillé avec les équipes du MTE qui nous ont confié de manière un peu confidentielle pour les besoins de l'étude le prototype sur lequel ils étaient en train de travailler de façon à ce qu'on puisse évaluer la compréhension, on l'a vu tout à l'heure, et la performance de ce dispositif et sa complémentarité. Donc on a scoré, comme on l'avait fait pour l'étude précédente, 3 catégories pour pouvoir évaluer ce qui se passait en termes d'intention d'achat sur l'affichage intégral harmonisé que vous voyez là. De manière synthétique, ce que nous disent les consommateurs, c'est que c'est plus clair à 70%, que ça leur simplifie le choix à 70%, que ça apporte plus de transparence. On a sélectionné ici quelques verbatim qui sont quand même assez dingues. Alors on les a sélectionnés, mais ils sont très explicites de ce que ressentent les consommateurs quand on leur parle de ces sujets. Ils disent, voilà, par exemple ici, c'est très pratique, toutes les informations essentielles sont réunies au même endroit, et je trouve ça très important que les marques montrent une certaine transparence sur la provenance et la qualité de leurs produits. Cela pourrait clairement devenir un indispensable dans le choix de mes produits agroalimentaires. Ils sont mieux ensemble car chacun apporte une information importante sur le produit, et pouvoir sur une seule étiquette trouver des informations sur la provenance des ingrédients, l'impact environnemental et sur la santé, tout cela est vraiment excellent. Bon, je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est des verbatim. Sur les études, on en parlait avec Jean-Yves tout à l'heure, ils ont pris le temps de donner des informations détaillées, et là ils sont effectivement plutôt très très heureux de voir ce type d'initiative. Alors après, on a fait, une fois l'étiquette créée, on a fait ce travail de mise en situation, toujours en 3 étapes. La première, on a montré les produits de chaque catégorie avec les informations qui sont présentes sur les étiquettes aujourd'hui et avec le prix pratiqué dans les magasins. Et dans un deuxième temps, on a fait le temps 2, on l'a décomposé en 2. Dans un premier temps, on a fait un petit travail parce que on avait été interpellé et on avait eu pas mal de discussions avec nos adhérents sur la décision de Bjork de remplacer Planet Score par Nutri-Score, et on voulait voir ce qui pourrait se passer si les marques ne prenaient que l'indicateur qui les avantageait et voir si ça marchait ou pas. Donc on a fait cet exercice-là, et puis après on a fait l'exercice avec l'affichage intégral pour voir les évolutions d'intention d'achat. On va vous montrer ça. Là, vous avez donc la première catégorie, qui est la catégorie des pâtes à tartiner, avec un de nos adhérents qui est Funky Veggie, que vous voyez ici. Je ne vais pas vous détailler l'intégralité des scores, mais vous voyez quand même que sur cette catégorie, qui est une catégorie pur plaisir, on a essentiellement du E ou du D en termes nutritionnels. Sur l'origine, on a des choses, vous voyez là, on a une deuxième typologie d'affichage qui est une typologie proposée par le dispositif en ligne. On a des origines plutôt lointaines, et sur le Planet Score, on a fait l'évaluation avec les équipes du Planet Score sur chacune des propositions. Donc ça va de D à A en fonction des propositions de valeur. Et on voit que quand il y a un affichage intégral sur l'ensemble des catégories, il y a le leader du marché, comment dire, est pas le plus avantagé en termes de part de choix, et ça donne de la place ou de la considération à des acteurs challengers de manière assez substantielle et assez remarquable. Alors même chose sur deuxième catégorie. Là on est sur des produits sauce bolognaise. On a un de nos adhérents qui est Jardin Bio, qui est Guillaume, qui est là. Et puis on a les marques du marché. Toujours le même principe, on a les marques distributeurs, les leaders et les challengers du marché qui sont présentés à chaque fois. Là, la discrimination sur le Nutri-Score n'est pas énorme. On a majoritairement du B, sauf Jardin Bio qui est en A.
La discrimination, elle se fait plus, là en l'occurrence sur le Planet Score pour la sauce de jardin bio et un petit peu sur les origines. Et vous voyez de la même façon, je prends que le leader et un challenger, que les réactions des consommateurs sont extrêmement claires. Et sur une dernière catégorie, on a pris cette catégorie-là parce qu'elle est plus nouvelle et qu'il y a énormément de mentions qui sont données sur ces packs. Il y a beaucoup de questions des consommateurs, notamment sur les sujets de l'ultra-transformation, sur les steaks végétaux. Et on a voulu voir ce que effectivement donnait l'affichage dans cette configuration. On voit que l'ultra-transformation, elle est présente quasiment sur tous les produits. Hein. On a ce bandeau qui apparaît là, sauf effectivement sur un de nos adhérents qui est Nudge. La différence, elle se fait aussi sur les origines. Vous voyez ici, chez Ariane-Co, on a une progression. Elle est essentiellement attribuée à la forte proportion de produits en origine France. On avait déjà vu ça sur l'étude précédente. Hein. C'est un indicateur qui va mobiliser une partie des cibles. Je précise, à ce moment-là, on en a parlé avec Jean-Yves juste avant, les écarts d'intention d'achat sont portés par toutes les cibles, mais paradoxalement ou non, beaucoup par les CSP-, qui, quand ils trouvent cette information et qui comparent le prix à l'acte d'achat, ont tendance à basculer assez largement vers ces propositions-là. Donc c'est intéressant, c'est pas un truc élitiste, hein, c'est vraiment un dispositif qui permet d'équilibrer la consommation, quelles que soient les catégories. Et donc là, dans cette configuration-là, c'est Nudge qui tire son épingle du jeu parce que, en l'occurrence, vous voyez assez bien là, c'est la seule proposition qui n'est pas ultra transformée sur le marché. Cette information-là, sur le pack actuellement, elle est pas visible. C'est extrêmement dur de dire, de donner cette information-là sur un pack nu. Quand il y a un tiers de confiance extérieur qui vient expliquer ça, bah, il se passe des choses assez dithyrambiques sur le business. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait un 2A, un exercice où on testait si la marque choisit d'afficher ce qui l'arrange. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça marche. Ça marche parce que dans un processus de choix, comme je disais, en 3 secondes, s'il y a du vert sur l'emballage, à court terme, en tout cas, le consommateur va plutôt va plutôt être rassuré. Donc, notre recommandation est de ne pas laisser le choix aux marques de choisir l'indicateur qui les arrange parce qu'elles pourraient avoir tendance à choisir le meilleur et à mettre les autres un peu sous le tapis, ce qui pourrait bien marcher à court terme, mais poser des vrais problèmes de confiance à long terme, et c'est notre sujet, la confiance. Chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça qui sont prises, ou des grandes marques qui décident d'enlever des notations, des scores qu'elles avaient apposés, bah c'est toute l'industrie agroalimentaire qui en prend pour son grade, parce que finalement, au-delà de ce que fait la marque, c'est une petite musique qui s'alimente sur le fait que les marques ne défendent que leurs intérêts économiques et n'ont aucun sens de l'intérêt général. Voilà, donc si certaines marques ont fait cet exercice comme on l'a fait, elles ont peut-être pris la décision en se disant « chouette, ça va marcher », mais c'est pas une bonne idée. Voilà, et donc en synthèse, l'affichage intégral harmonisé, c'est le seul qui permet de démultiplier l'offre à impact avec 3 bénéfices. Hein. Un bénéfice sur la confiance qui est quand même le sujet majeur que chaque marque va chercher à reconquérir. On a tous un rôle pour ça. Un bénéfice nutritionnel, parce qu'on a vu que c'est le premier sujet qui va être challengé, questionné par les consommateurs. Et donc on peut se dire que si ce dispositif se met en place, ça aidera, comme le Nutri-Score l'a fait depuis quelques années, à améliorer la qualité nutritionnelle. Un bénéfice environnemental, on sent que là, même si c'est encore plus faible par rapport aux autres, qu'il y a une appétence, une attention, avec un travail d'éducation et de pédagogie à faire. Nous, on est tout à fait prêts et volontaires pour faire cette partie-là. C'est un sujet aussi de long terme, hein, le travail sur l'affichage environnemental, mais on a besoin de le lancer maintenant pour améliorer la qualité de l'alimentation sur ce dispositif-là.
Et puis enfin, on l'a, je le redis là, parce que c'était le gros sujet de la partie Origine Info. On sent aussi dans l'étude que la préoccupation agricole elle est toujours présente dans l'esprit des consommateurs. Les difficultés du monde agricole sont toujours là. Voilà, vous avez vu les décisions de Lactalis récentes sur les approvisionnements. On voit la détresse que ça provoque. Et donc, les consommateurs sont toujours très, très attentifs à cette capacité d'aider les agriculteurs. Ils considèrent que c'est vraiment un sujet. Donc, c'est quand même vachement bien. La confiance, la qualité nutritionnelle, la qualité environnementale et le soutien aux agriculteurs. Donc, il faut y aller. Le collectif En Vérité est là pour ça. On a des marques de fous qui sont très mobilisés sur ces sujets et qui veulent porter ce thème-là. On est en contact, comme vous le savez, grâce au travail de longue haleine qu'on a mené avec les différents ministères pour pouvoir porter cette voix, avec toute une série aussi d'acteurs publics ou privés. Et là, ce qu'on espère pouvoir réussir à faire, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec Olivia Grégoire au moment d'Origine Info, c'est qu'il puisse y avoir sous la houlette du ministère de la Consommation, parce qu'on est vraiment bien sur des produits de grande conso là, un travail de concertation lancé sur ce triple dispositif qui intègre les ministères de la transition écologique, qui sont hyper forcément centraux dans le dispositif affichage environnemental, l'agriculture et la souveraineté alimentaire, et ainsi que la santé, pour pouvoir, en interministériel, de manière structurée, parce que chacun de ces ministères a quelque chose à gagner à faire progresser la transparence, pouvoir avancer sur un dispositif. Ce ne sera peut-être pas celui-là, certainement pas, mais ce sera un dispositif qui permettra de mieux informer les consommateurs et donc d'améliorer la qualité de l'offre globale dans notre pays et au niveau européen dans un deuxième temps. Voilà ce qu'on voulait vous dire en quelques mots. Merci de votre attention. Avant de passer aux questions-réponses, que j'imagine nombreuses, on a le plaisir d'accueillir les marques du collectif qui ont participé à l'étude pour qu'elles vous apportent un petit témoignage sur les résultats que vous venez de voir. Donc, on démarre par Guillaume de Jardin Bio, éthique sur les sauces bolognaises. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julia et David pour l'invitation. Alors je pourrais vous parler à quel point ce produit que vous avez sous les yeux est formidable. Il a du bœuf France, il a été fabriqué dans notre conserverie bio la plus ancienne, en bio en France, etc. Bon, je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Donc on va garder ce support à titre informatif. Ce que je voulais surtout partager avec vous ce matin, c'est une anecdote, un constat, un besoin, une crainte, et puis essayer de finir par peut-être une note rassurante. On va commencer par l'anecdote. Il y a quelques jours, moment agréable du matin, petit déjeuner avec mon fils. Il me dit, papa, t'as vu, il fait encore nuit, les jours rallongent, la nuit, les jours raccourcissent, pardon, la nuit est de plus en plus présente. Je lui dis, oui, écoute, jusqu'au solstice d'hiver, effectivement, les jours vont raccourcir et tu vas avoir un peu moins d'énergie. Ah bon, pourquoi? Parce qu'au fait, le soleil t'apporte de l'énergie et notamment de la vitamine D. Et là, il prend un produit, il me dit, mais papa, la vitamine D, c'est moins bien que la vitamine A. Et en montrant un Nutri-Score. Donc juste pour illustrer le truc, c'est que même si mon fils, qui est pas très intelligent, arrive, non, évidemment c'est une blague, je l'adore, il est wonderful, arrive à comprendre ça, c'est que ça marche. Hein, c'est que, et puis je pense que tu l'as dit David, on a vu les scores aussi dans l'étude d'Apinio, c'est moi en alimentaire, c'est un des rares logos que j'ai vu s'imposer en peu de temps. Donc, il n'y a qu'à voir l'électroménager, qui est un secteur que je connais moins bien, mais ils ont compris que le vert et les notes A++, /2+, étoile, ça fonctionne. Donc, et on a vu à travers l'étude que la compréhension, là où elle était la meilleure, c'était sur le dispositif graphique du Nutri-Score et du Planet Score, qui sont d'ailleurs parfois confondus. Du coup, David, tu l'as dit, la tentation pour les marques de présenter le meilleur profil en fonction des produits peut être assez grande. Vous prendrez bien un petit peu d'Origine Info ici. C'est un produit, j'ai un sourcing local qui vient de pas loin, donc allez, je vais mettre Origine Info. Ah là, je vais mettre Nutri-Score B.
parce que j'ai une teneur en matière grasse qui est réduite. Et puis là, mets-moi un Planet Score A, c'est beaucoup mieux que le Nutri-Score D, en plus ça lui ressemble. Donc effectivement, donc on arrive à notre besoin. C'est le besoin exprimé par le collectif aujourd'hui qui est criant. C'est un besoin d'un affichage harmonisé et symétrique obligatoire pour l'ensemble des marques, qui est la condition sine qua non d'un impact sur la consommation. Une fois qu'on a dit ça, je vous partage une crainte. C'est le fait que cet affichage, et je remercie le collectif parce que je pense que c'est son rôle d'agiter un peu le marché, les tendances, et d'être à l'avant-garde sur la transparence alimentaire. Donc on a testé cet affichage intégral qui vous a été présenté. Donc on voit que ça fonctionne. Ce qui me fait peur, c'est que déjà sur Origine Info, on est un certain nombre à se dire j'ai pas la place sur mon packaging, et que donc je considère que si demain il y a un affichage qu'on appelle de nos voeux qui est obligatoire, mais qu'il est relayé uniquement sur un QR code, je pense que la transparence alimentaire a perdu. Donc, bon, phosphore ensemble, on a découvert les learnings de l'étude. Donc moi, à mon niveau, l'analyse que je fais, je me dis, si je suis les consos, j'ai vu que le Nutri-Score est devenu un impondérable, donc j'ai envie de l'imprimer sur mon pack, comme je l'ai fait déjà depuis quelques années sur la marque Jardin Bioéthique. J'ai l'impression, et alors évidemment, on ne vend pas tous des muesli, on a beaucoup de surfaces d'expression où on pourrait mettre sans problème imprimer cet affichage intégral. J'ai l'impression, du coup, sur les plus petits packs, que l'affichage environnemental ou le coût environnemental est plutôt pour les plus aguerris et il concerne un peu moins de monde. Donc là, pourquoi pas un QR code qui renverrait avec le détail des informations pour les personnes qui le souhaiteraient. Ou, et là aussi, proposition un peu spontanée à réfléchir et à cadrer. On a vu que et le Nutri-Score et le Planet Score fonctionnent. Là, encore une fois, au crédit du collectif d'avoir testé cette première créa d'affichage intégral harmonisé, mais pourquoi pas reprendre un peu à l'instar d'un Planet Score qui a 3 sous-critères, une note globale qui serait par exemple A, et nutrition, ce serait le Nutri-Score, environnement, ce serait le Planet Score, et ce qui permettrait d'avoir une taille beaucoup plus réduite et de l'afficher sur les emballages. Et on a vu que c'est un système, ces notes et ces couleurs qui fonctionnent pour les consommateurs. Alors vous me direz, l'origine, c'est pas un score, donc c'est vrai qu'il y a le sujet de l'origine aussi. J'ai tendance à croire que peut-être en fonction en tant que marque, il faut qu'on creuse en fonction de la nature des produits qu'on commercialise. Peut-être elle est peut-être plus attendue sur des produits bruts que très transformés, même si on avait vu quelques éléments qui montraient le contraire. Enfin, je voulais finir par une note plutôt rassurante. Donc nous, on a reçu Kantar il y a quelques jours chez nous à La Rochelle. Et ils nous ont partagé un insight sur le Nutri-Score. En fait, sur le total alimentaire, donc en CAM P6, donc à fin juin en 2024, ils ont regardé sur le total alimentaire, alors pour l'ensemble des notes A, B, C, D, E, mais je vais vous parler que des notes E, le total alimentaire des produits qui seraient susceptibles d'être classés E par le Nutri-Score. Donc ces produits, au global en France, ils sont à fin juin sur 12 mois glissants à moins 3,8%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont subdivisé les produits qui affichaient on-pack le Nutri-Score E, qui sont E à plus 4,6%, par rapport aux produits qui mériteraient un Nutri-Score E, mais qui n'ont pas affiché sur le pack, qui sont à moins 7,5%. Donc, ça peut laisser sous-entendre qu'il y a une prime à la transparence. Voilà les messages que je souhaitais passer, donc au nom de Jardin Bioéthique, qui est une marque de l'entreprise familiale Compagnie Léa Nature. On est membre fondateur du collectif, ici présent. Marque d'épicerie créée en 95, 100% bio, on a plusieurs centaines de produits. On opère, on est un peu atypique, sur une quarantaine de segments. On a 16 sites de fabrication en France. 80% de nos produits sont fabriqués en France et 75% dans nos usines. Mais là, vous voyez un des meilleurs profils. J'ai dit bœuf France, sans arôme ajouté, etc. C'est pas la réalité de tous nos produits. On a clairement le message que je souhaite passer ici aussi, c'est dans notre top 10 des ventes. Aujourd'hui, on a des produits qui sont en Nutri-Score E. Donc voilà, pour ceux qui craignent aussi d'afficher le Nutri-Score, je pense que les consommateurs sont capables de se dire, voilà, sur les produits d'indulgence, voilà, on sait que c'est gras, que c'est sucré, mais on a juste envie de se faire plaisir. Et donc ça me paraît important. Et puis, en guise de fin, je voulais dire que on a décidé, nous, d'apposer le Nutri-Score sur la marque en 2020, quand on est passé de Jardin Bio à Jardin Bioéthique. Et je voudrais redire, et je pense qu'on a un certain nombre de marques au sein du collectif à suivre cette direction. On ne sait pas encore quand le nouvel algorithme du Nutri-Score va être validé. Par contre, nous, on a vraiment décidé de continuer à poursuivre et d'imprimer ce Nutri-Score, même avec son nouvel algorithme, qui va dégrader un certain nombre de nos notes, mais on estime, et on a vu l'attente des consos, et on pense que c'est un vrai sujet et qu'il ne faut pas lâcher là-dessus.
Merci. Super, merci, merci Guillaume. Merci pour ce témoignage qui donne de l'espoir pour la transparence. On accueille du coup maintenant Bart qui va nous parler de Nudge. Merci beaucoup. Donc nous chez Nudge, on fait des alternatives à la viande à base de fruits du jacquier. Et on s'est quand même prêté au jeu de l'origine, alors que notre jacquier vient du Sri Lanka. Alors, on l'achète dans une logique de commerce équitable, il y a un super impact, mais on serait évidemment prêt à le mettre en avant si tout le monde joue le jeu et dire voilà, on a des produits qui viennent de loin et on l'assume complètement. On est aussi fiers de la filière qu'on monte. Moi, je voudrais juste partager une anecdote, c'est qu'il y a quelques jours, on a participé à un salon d'une grande enseigne dans laquelle on est distribué. Et un des catégories managers nous a dit le bio, ça marche pas très bien en ce moment, vous voudriez pas le mettre derrière votre pack, le logo? Et ça nous fait un peu mal parce qu'on achète plus cher des matières premières pour avoir un produit qui soit bon pour la planète, bon pour les gens. Et on nous met dans des endroits dans le rayon qui sont pas forcément les plus sexy. Et après, on nous demande si on peut mettre le logo derrière le pack. Donc, en fait, on pense vraiment qu'il y a un vrai besoin de transparence. Si tout le monde s'aligne, si tout le monde est forcé, le consommateur le veut, mais il ne faut pas qu'on ait le choix, quoi, parce que sinon, tout le monde va sélectionner et c'est hyper important. Et ça, c'est un distributeur qui nous a demandé. Donc, je veux dire, même le distributeur a tendance à se tromper sur les intentions des consommateurs. Merci pour cette étude. Merci. Et alors, le dernier qui ne peut pas être là aujourd'hui, donc Adrien de Funky Veggie, mais il nous a préparé une petite vidéo pour son témoignage, donc on va l'écouter. Bonjour à tous, je suis Adrien de Cassis, le cofondateur de Funky Veggie. On m'a demandé de réagir à chaud sur cette étude, donc merci de me donner la parole. Je suis toujours très content de voir l'évolution des intentions d'achat des consommateurs vers des produits plus vertueux, surtout évidemment lorsqu'il s'agit de produits funky, qui sont pris en exemple, mais plus sérieusement, lorsqu'on connaît l'importance de baisser l'impact environnemental de l'alimentation, ça donne vraiment de l'énergie de voir ça. Maintenant, finalement, le seul sujet important, c'est vraiment l'aspect réglementaire. Il est absolument nécessaire, impératif, que les pouvoirs publics s'emparent du sujet, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Et en fait, on parle pour rien. Car la transparence, elle doit être la même pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui souhaitent l'afficher, pour ceux qui souhaitent dire ce qu'il y a dans leurs produits, comme nous. On le fait. Car le consommateur, il ne peut pas arbitrer s'il n'y a pas d'affichage. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste arbitrer par le prix. C'est comme le Nutri-Score, hein. Lorsqu'il n'est pas affiché, on arbitre par le prix. Et donc, en fait, on affiche quand ça arrange. Et les prix bas, trop souvent, ils cachent des coûts cachés, la santé, la planète. Et donc, finalement, ça coûte plus cher à tout le monde et on sait que c'est destructeur de valeur. Donc, je soutiens aujourd'hui le collectif En Vérité pour pousser les pouvoirs publics à la mise en place d'un affichage obligatoire, ce qui forcerait tous les acteurs à aller dans la même direction pour améliorer leurs produits et ainsi rentrer dans un cercle vertueux. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, ça fait une très bonne conclusion et une ouverture d'une session de questions-réponses qu'on prolongera autour d'un déjeuner pour ceux qui le souhaitent, avec grand plaisir. Merci de votre attention. Et la première question étant toujours la plus compliquée, je meuble en attendant que quelqu'un se lance pour la première. Ça y est. Merci. Marie Cadou pour le magazine LSA. Je voulais savoir quel calendrier vous avez en tête pour le travail de concertation que vous allez engager avec les différents ministères. Et puis une question aux industriels qui sont présents. Qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre pour aller vers cet affichage intégral qui visiblement est concluant? Merci. Merci beaucoup. Dans les prochains jours, on a un rendez-vous à Bercy pour rencontrer la nouvelle ministre. La bonne nouvelle, c'est que le directeur de cabinet et l'ancien Laurent Béteille est membre de l'ancienne équipe d'Olivier Grégoire, donc il connaît parfaitement le sujet, notamment d'Origine Info, et il va faire le lien. Et donc on va lancer le sujet
au moment de ce rendez-vous, en espérant effectivement qu'il soit pris comme Olivier Grégoire a su le faire il y a quelques mois. On va aussi organiser probablement dans les prochaines semaines un déplacement avec la ministre pour aller voir la mise en place d'Origine Info auprès de nos adhérents, parce que c'est un sujet qui est travaillé par les adhérents aujourd'hui. Il est probable que ce soit chez Biocop parce qu'ils sont assez avancés sur ce sujet. Voilà, donc il vient juste d'avoir les résultats de l'étude, on lance l'appel et on va effectivement tout faire pour aller au bout, mais je ne peux pas vous donner de détails encore sur le retour de la ministre, on ne l'a pas encore rencontré. Et pour la partie, qu'est-ce qui est le plus dur pour les industriels? Est-ce que quelqu'un veut donner un feedback? Seb, tiens, je suis sûr que tu as des idées. Bonjour, Sébastien Loctin, cofondateur du collectif En Vérité. Le plus dur, alors au-delà de ce qu'a souligné notre ami Guillaume, qui est la place OnPack, et de trouver effectivement les bonnes solutions pour rendre cela visible OnPack, parce que le dématérialisé, on se rend compte que ça fonctionne pas très bien. Je crois que le plus difficile, c'est le courage. Voilà. Donc c'est pas nécessairement simple à matérialiser, mais c'est le courage, parce que c'est pas anodin que au sein du collectif, on ait des difficultés à embarquer certaines marques sur le sujet de la transparence. Je crois que la transparence, c'est un sujet qui fait peur, et qui fera d'autant plus peur qu'il n'y a pas une symétrie obligatoire de l'information. À partir du moment où effectivement on peut arbitrer ce qu'a décidé de faire une grande marque récemment sur le Nutri-Score, est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle avait peur d'être mal notée, ou est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle avait peur de se retrouver isolée dans un environnement où les autres ne jouent pas le jeu? On le sait pas, mais dans tous les cas de figure, quand on est seul dans un environnement à jouer le jeu, on prend le risque très souvent d'être sanctionné. Et donc voilà, donc faut du courage pour que tout le monde décide de s'embarquer sur le sujet de la transparence. Je veux bien rebondir Anne-Charlotte Bonnet pour la marque Sojade sur cette partie de courage. Alors nous, on a le Nutri-Score et le Planet Score. La problématique majeure que je vois, moi, c'est quand une marque est distribuée dans différents pays. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas une harmonisation des différents pays, et c'est plus simple quand on est une marque franco-française, parce que forcément, il y a un discours qui est porté auprès des consommateurs français. La grande difficulté, ça va être de pouvoir exprimer un certain nombre d'informations à différents pays qui n'ont pas la même vitesse d'exécution sur l'ensemble des éléments dont on parle, alors que ce soit le Nutri-Score, le Planet Score, la partie emballage. Enfin, c'est vraiment, aujourd'hui, on est très loin de l'harmonisation, même si on tend vers. Donc pour moi, c'est la problématique majeure. Nous, on a bien deux éléments, on n'est pas très loin de l'ensemble, mais par contre, moi, ce qui m'a bloqué pour basculer, ça va être pas seulement la place, mais ça va être comment comment sont perçues ces informations pour l'ensemble des pays. Donc c'est surtout ça qui peut être difficile. C'est un très bon point qu'on avait évoqué effectivement au moment d'Origine Info. Et il s'était passé la même chose pour le Nutri-Score. On peut faire des expérimentations locales ou nationales plutôt, de manière assez simple dans l'Union européenne, mais pour pouvoir harmoniser, il y a un échelon à passer à minima qui est l'échelon européen, qui est prévu pour Nutri-Score, hein, c'est la révision du règlement INCO, information du consommateur, qui doit se mettre en place avec la mandature qui vient d'être mise en place. Ça prend un petit peu de temps. On sait qu'il y a des forces contraires qui jouent pour ce sujet-là, mais il y a quand même le travail est en cours. Et on avait dit avec la ministre Olivia Grégoire que après l'expérimentation française, il faudrait nécessairement passer Origine Info au niveau européen pour que le travail soit fait de manière harmonisée au niveau européen, avec un bénéfice aussi qui est que si les consommateurs français souhaitent soutenir les agriculteurs français, il est certain que les consommateurs italiens souhaitent soutenir les agriculteurs italiens et que la crise agricole, elle est européenne. Et donc, il y avait un intérêt aussi sur ce dispositif-là pour soutenir plus globalement l'agriculture. Voilà. C'est important l'échelon européen et ça fait partie des travaux qu'on mène, notamment avec Green Lobby qui est dans la salle. Bonjour à tous, Benoît de OMI. Tout à l'heure, il y avait un insight assez intéressant qui a été souligné sur le passage des CSP- d'un côté. Est-ce qu'il y a plus d'informations qui seraient disponibles sur justement le comportement des différents groupes de CSP dans l'étude? Oui, on a les détails. Alors, on les a pas mis au tableau là, mais effectivement,
une grande partie, alors je sais plus si c'est, je te laisse peut-être le dire, ce sera le spécialiste. Oui, tout à fait. Je vais peut-être me lever. Donc sur l'aspect CSP, alors déjà il faut prendre un petit peu avec des pincettes parce que comme on a fait une étude sur 1000 personnes avec 3 catégories de produits et qu'on a beaucoup de splits, au final on a des bases qui sont assez limites. Donc pour prendre ça plutôt comme des tendances, effectivement ce qu'on voit c'est que sur l'intention d'achat, le produit pricé, au début on a une forte proportion de CSP+, typiquement. Et dès lors qu'on met l'affichage intégral, en fait à la fois les inactifs CSP+, et CSP- augmentent, mais en proportion, les CSP- augmentent plus, puisque le quota était beaucoup plus faible initialement. Il faudra creuser l'aspect pour vraiment le confirmer, mais ce qui semble aussi jouer un rôle, c'est que sur les catégories de produits qu'on a pris, et les produits en question, les produits du collectif notamment, qui étaient mieux disant, avaient des prix au produit moins élevés en moyenne que la plupart des autres produits. Alors pas au gramme, et on avait indiqué le prix au kilo et au grammage, mais on peut aussi se dire que les consommateurs ne regardent pas systématiquement le prix par rapport au poids, mais le prix du produit. Donc ça peut être un élément qui joue ici, en cette faveur. Et après, on est sur des produits qui sont relativement aussi de commodité, mais voilà. Ce qu'on peut dire à date, en restant prudent encore une fois, parce qu'on est sur des bases qui ne sont pas énormes, mais on a sûrement un sujet à creuser dans un deuxième temps. Bonjour à tous. On vient de voir qu'en fait, on partait au départ du collectif en vérité, puis après, on a rajouté ce qui existait déjà, le Nutri-Score, puis le Planet Score. On parle de le score environnemental. Donc, est-ce qu'au final, la marche n'est pas trop haute? La marche que l'on vise n'est pas trop haute, d'autant plus qu'on est tous en train de se dire que si on ne va pas vers une obligation, ça n'a pas d'intérêt ou ça ne marchera pas. Donc, est-ce que la marche n'est pas doublement haute? La question, c'est est-ce qu'on veut faire progresser la qualité de ce qu'on mange, l'impact environnemental, et est-ce qu'on veut sauver l'agriculture ou pas? Dans ce cas-là, les marches, elles méritent d'être montées. Je sais que c'est pas simple. Il y a plein de peut-être d'étapes à prévoir, mais si on est d'accord avec l'objectif stratégique, politique, et sur le fait de vouloir valoriser les initiatives des marques les plus engagés, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller jusque la transparence totale et il faut le rendre obligatoire pour que les règles du jeu s'appliquent à tout le monde et que effectivement ceux qui font les efforts aujourd'hui ne soient pas ceux qui payent le prix mais n'ont pas les bénéfices. Donc c'est aussi dans cet objectif-là de pouvoir donner la pleine valeur du travail qui est fait par ceux qui s'engagent qu'on va dans cette direction, et la seule façon de faire à ce stade, si il y a d'autres idées, je suis preneur, mais on a vu que la tentation quand même, quand on laissait la liberté aux marques de prendre ce qui les arrange, ça va pas forcément faciliter le choix des consommateurs et ça peut faire l'effet inverse. Donc oui, c'est compliqué, il y a des marches à monter, mais montons-les ensemble, ça vaut le coup. Bonjour, Sana Amami de la société Redzel, membre du conseil. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on a déjà vus ensemble, mais peut-être un peu plus de précision pour les personnes présentes aujourd'hui. J'ai une remarque et une question. La première, moi j'ai trouvé que la proposition de Jardin Bio était très intéressante, de dire harmoniser le logo, tous les logos, c'est super. Parce que c'est vrai qu'on a tous des problématiques de place au niveau des packs, et peut-être trouver un logo qui englobe toutes ces notions-là, ça peut être intéressant. Mais on a fait ce travail-là au niveau du collectif sur l'Origine Info, et on a bien vu que c'est pas si simple que ça de simplifier en fait un logo. D'autant plus que les adhérents du collectif sont généralement des adhérents très engagés. Donc, nous, le cas de Redzel, on a du fair trade, on a du bio. Donc, rajouter ces logos-là, c'est vrai que c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Mais, voilà, l'engagement est là. Ma question, c'est par rapport, en fait, à cette problématique on dit aujourd'hui,
partir sur de la transparence, on veut tous le faire. Mais avoir cette obligation-là, ce n'est pas si facile que ça. On l'a vu quand on a travaillé sur l'Origine Info. On était parti au début avec, on était plutôt très positif et en se disant mais ça va être obligatoire. On va défendre cette notion d'obligation et on s'est retrouvé avec pas mal de freins. Et est-ce que toi, David, qui était vraiment sur le front, du coup, tu peux nous dire quels sont vraiment ces freins-là qui poussent le législateur à ne pas considérer cette notion d'obligation? Alors, c'est une très bonne question. Le législateur, c'est assez sidérant. Il passe 80% de son temps à recevoir des gens qui lui disent que c'est pas possible d'avancer dans telle ou telle direction. Ça fait partie de son boulot, mais à la fin de la journée, il faut être solide quand même, parce que il entend, mais vraiment, et on y a un peu assisté il entend des discours parfois très bien construits qui expliquent que c'est compliqué. Donc il est amené, pour embarquer le maximum de gens, et c'est exactement ce qui s'est passé sur Origine Info, à essayer de construire des compromis pour s'assurer que il n'y a pas que 20%, si je prends cet exemple-là, des marques qui s'engagent. Pour Origine Info, ce qui s'est passé, c'était ça. Nous, on a porté effectivement l'obligation au départ et on a eu une argumentation alors, à laquelle on a souscrit au final en disant, voilà, prenons l'exemple du Nutri-Score, il n'était pas obligatoire. Mais comme les marques qui ont trouvé un bénéfice économique, parce que quand elles affichaient notamment des scores A et B, elles gagnaient des parts de marché. Quand on regarde le résultat 4 ans après, on a 60% des marques de la grande conso dans les produits, dans les hyper et les supermarchés qui affichent un Nutri-Score. Et donc, sans obligation, on a réussi à embarquer quasiment 2/3 des produits de grande consommation. Donc, faisons le pari sur Origine Info que on arrivera au même résultat parce qu'il y a aussi un bénéfice économique aux marques qui affichent. L'argument, il tient la route, et c'est pour ça qu'on s'y est plié, parce que c'était aussi la condition pour qu'il y ait 150 marques qui s'engagent et pas juste les 60 du collectif, quoi. Donc c'est pas toujours très agréable de faire des compromis, mais c'est utile pour réussir à embarquer de manière beaucoup plus large, et on a besoin qu'il y ait un nombre de marques important qui affichent pour que ça devienne un réflexe pour les consommateurs. Sinon, ça va être le pick and choose qu'on dénonçait, et on veut pas de ça. Donc voilà, notre sujet, c'est d'argumenter, de prendre toutes les remarques que tu as faites, qu'on a entendues et qu'on partage au sein du collectif en permanence pour être force de proposition en disant ok, ça c'est peut-être compliqué, mais l'alternative est possible, voilà comment on pourrait la mettre en place. On essaie vraiment de faire ce travail très proactif en disant ok, les problèmes sont là, il n'y a pas de sujet, mais il y a toujours derrière un problème une possibilité de solution. On discute avec les adhérents et vous êtes hyper créatifs, donc ça nous donne pas mal de crédibilité. Pour compléter, il y a aussi l'autre sujet du règlement INCO au niveau européen. Et donc, comme le disait David tout à l'heure, on teste aussi, on fait des choses ici au niveau national, mais l'objectif derrière, c'est d'aller aussi au niveau européen. Parce qu'on sait que ça... Tu nous appelles être créatif. Bonjour, Nicolas Delus, Nutrition et Santé. L'étude est super intéressante et on est sur les vrais sujets. Moi, la question que je me pose en vous écoutant et en relisant le rapport, c'est est-ce qu'il n'y a pas déjà un appel à lancer à ce que Planet Score et Nutri-Score décident ensemble d'avoir un affichage qui intègre les deux? Aussi simple et bête et méchant que ça, aussi compliqué que c'est peut-être à exécuter, mais sur le sujet d'affichage du Planet Score, il y a des éléments qui montrent qu'il a un plein potentiel. Nutri-Score, il est installé. Si on veut vraiment voyager et franchir des marches ensemble, il faut peut-être qu'on se mette autour de la table, et pas qu'avec le politique, mais aussi avec les responsables de ces deux labels qui ont du poids, mais qui doivent peut-être imaginer un futur ensemble. L'Origine Info, l'affichage environnemental, c'est complémentaire, comme on l'a vu dans l'étude. Bien sûr. C'est exactement l'esprit. On appelle à le faire sous l'égide des politiques parce qu'ils ont cette capacité à fédérer un écosystème rapidement. On avait vu avec Olivia Grégoire,
Elle a fait ça assez vite. Mais bien sûr, enfin, dans la concertation Origine Info, il y avait la FCD, l'ANIA, l'ILEC, et puis les associations de consommateurs. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait toutes les parties prenantes pour qu'on puisse entendre un maximum de propositions. On est bien d'accord. Et on a Sabine avec nous. Bonjour à tous. Sabine Bonneau, fondatrice, dirigeante de Planet Score, cofondatrice, parce que je ne suis pas la seule à l'initiative. On est assez nombreux sur ce dispositif, des scientifiques et des associations de consommateurs et des ONG environnementales notamment, et des ONG de bien-être animal, je ne veux pas les oublier. Merci beaucoup Nicolas pour cette perche. Merci au collectif pour la présentation de cette étude qui est très intéressante. Bravo à Pignot. On a eu l'occasion aussi de conduire une étude ensemble au mois de mai qui a été très très bien conduite également. Donc, j'ai quelques petites observations. Sur la notoriété, on a constaté le même chiffre quand on a fait l'étude avec Appignot. Alors de la même façon sur un échantillon 2000 personnes représentatives de la population française, hein, sur les 5 paramètres, les 4 qui ont été exposés là aujourd'hui, plus le degré d'urbanité qui a été ajouté. Donc notoriété de 30% pour une étiquette qui n'existait pas il y a 3 ans, c'est quand même pas mal, on est plutôt content. Donc merci à toutes les marques qui s'engagent en fait sur ce dispositif parce que vous êtes aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 marques, plus de la moitié affiche, on est sur 120 millions d'emballages, donc ça fait quand même du monde, présent dans 12 pays. Donc c'est comme ça aussi que les consommateurs sont exposés et le reconnaissent. Et puis Média Performance, je ne sais pas si Sarah ou Marion sont là aujourd'hui, mais qui nous offrent des écrans, des campagnes DOH en GMS depuis 2 ans, avec des impacts qui sont très élevés. On a eu 20 millions de vues l'an dernier là-dessus, plus l'application mobile du FC Que Choisir, qui montre 135 000 produits alimentaires avec Nutri-Score et Planet Score. Donc je vais en arriver à la perche. En tous les cas, dans l'étude qu'on a faite avec Appignot, puisqu'on a eu 2 bras appariés strictement identiques, on est rentré dans un bras de 500 personnes avec Nutri-Score et dans l'autre avec Planet Score. 84% des répondants ne confondent absolument pas. Les champs sémantiques, puisqu'on leur demande spontanément de les décrire, sont complètement différents. C'est gras, sucré, salé d'un côté, ou qualité nutritionnelle, et c'est planète, environnement, pollution, biodiversité, etc. sur Planet Score. Et qualité environnementale. Un autre point également, c'est que nous, on milite aussi pour la transparence sur la totalité des dispositifs. Ça va être compliqué de les rendre obligatoires parce qu'on est quand même dans un contexte européen qui fait qu'on ne peut rien rendre obligatoire en France tant que ce n'est pas obligatoire en Europe, en clair. Donc, bon, je pense qu'il faut quand même se préparer parce que ça va prendre du temps. Dans l'intervalle, ça veut dire qu'il faut trouver de la dynamique, il faut trouver de la puissance collectivement, trouver les bonnes coalitions pour que ça bouge. Et des expérimentations comme tu le fais au niveau de chaque pays européen pour avancer quand même. Voilà, et donc voilà, on est dans 12 pays, donc c'est vrai que ça avance quand même dans d'autres pays que la France, donc ça c'est effectivement une très très bonne nouvelle. Pour information quand même, on a regardé, puisqu'on a screené à peu près 800 000 produits sur le marché alimentaire français en Planet Score, et les stats existent aussi en Nutri-Score. Globalement, le marché alimentaire est beaucoup plus mauvais en Planet Score qu'en Nutri-Score, donc bon voilà, je crois que il faut quand même être conscient de ça, et typiquement Danone, par exemple, n'a pas basculé sur Planet Score. Bon, voilà, ça c'était pour la parenthèse. Un point également, et je vois que Kelly est là également aujourd'hui, un des enjeux, donc on a vu nous ça très clairement dans l'étude consommateur de mai, un des enjeux qui monte, c'est l'ultra-transformation, vous l'avez vraiment évoqué. Le petit bandeau noir qui a été évoqué aujourd'hui n'est pas prévu dans la refonte du Nutri-Score pour l'instant, et c'est vraiment dommage. Et là, je pense que collectivement, il faut aussi qu'on fasse bouger cette ligne-là, parce que dans l'étude de mai, les consommateurs sont plus en demande de cette information-là que Nutri-Score. Alors, ils veulent bien les deux, mais s'ils n'en ont qu'une, ils préfèrent l'ultra-transformation. Donc, il faut avoir conscience de ça. Aujourd'hui, c'est un enjeu sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Dernier point, sur l'origine, un petit bémol quand même, c'est en fait, ça ne suffit pas de donner l'origine pour dire qu'on soutient les producteurs. Et là, je nous invite là aussi à réfléchir collectivement à ce que ça veut dire quand on fait du commerce équitable. C'est pas seulement parce qu'on achète en France. On a des filières françaises qui sont aujourd'hui, enfin vous le savez, avec des producteurs qui sont en déroute totale. C'est du français, c'est de l'appro-français, et pourtant ils sont très très mal contractualisés, quand ils sont contractualisés d'ailleurs, ou sinon ils sont sur des prix d'achat qui sont absolument pas soutenables. Donc voilà, pas de confusion pour nous quand même entre l'origine et le caractère commerce équitable. Et pour info sur la transparence totale, puisqu'il y en a qui se posent la question, alors je vous montre quand même à quoi ça peut ressembler, puisque certains adhérents de En Vérité font partie des 10 entreprises pilotes qui sont déjà sur ce dispositif. Si vous voulez savoir comment tout peut rentrer
sur une seule étiquette et que le message soit clair, puisque ça va de vert à rouge sur le bandeau qui est autour, qui fait un résumé. Vous avez là à la fois le Planet Score avec les 3 indicateurs. Et là, par rapport à ce que Guillaume a dit tout à l'heure, Planet Score, on ne peut pas faire juste une lettre. On l'a testé même avec les associations de consommateurs, on l'a testé en magasin, chez Lidl et chez Biocop. Ce qui crée la confiance, c'est le détail. Personne ne croit les lettres. Donc il faut pesticides, biodiversité, climat, mode d'élevage, quand il y a du mode d'élevage à l'intérieur du produit. Vous avez également là-dessus l'origine qui est affichée. Vous avez le mode d'élevage, bien sûr, le social, le petit chèque. Vous avez 2 mains qui se serrent. La majorité du marché français n'est pas un chèque vert, mais pour nous, c'est important d'afficher le social, donc le commerce équitable, en plus de l'origine. L'ultra-transformation, donc une jauge qui a été travaillée notamment sur la base du travail incroyable qui a été fait par Goom et par Siga avant. Et puis le Nutri-Score qui est en dessous, qui peut être plus gros que ça. Hein. Enfin là, il pourrait faire la même largeur que Planet Score. Mais cette étiquette-là, elle est déjà déployée par certains des adhérents du collectif, notamment Biocop. Donc elle existe et elle est disponible pour tous ceux qui ont vraiment envie de faire de la transparence complète. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les adhérents de En Vérité peuvent aller là-dessus. Ça existe déjà, c'est diffusé. Hein. Elle est déposée en Europe, etc. Merci Sabine. Tout le monde n'est pas encore là-dessus. Merci à toi. Alors pour la partie origine, un des piliers qu'on va lancer sur cette fin d'année avec le collectif, c'est le sujet de la répartition de la valeur. Tu parlais de la valeur payée aux agriculteurs. On va s'intéresser bien sûr à ça, mais on va aussi s'intéresser à la valeur sur l'ensemble des maillons de la chaîne, la valeur donnée aux industriels, la valeur partagée par la distribution. C'est un point sur lequel on doit progresser collectivement. Les États généraux avaient essayé de faire un point là-dessus. C'était pas ouf. Enfin, ça n'a pas abouti pour l'instant. On va essayer modestement, mais avec toute l'énergie qu'on peut déployer, de contribuer à faire des propositions dans ce domaine-là aussi, parce que c'est un sujet où tout le monde se renvoie un peu la patate chaude en disant « moi je voudrais bien, mais je peux pas, c'est le maillon d'avant ou le maillon d'après qui me pose problème ». On va essayer de poser ce sujet-là, comme ça avait été fait au moment des États généraux de l'alimentation, avec des propositions concrètes. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a une autre question là-bas. On a parlé d'agriculture et donc moi je travaille pour la démarche C'est qui le patron. Donc on soutient les producteurs justement et on s'assure qu'ils soient correctement rémunérés. Donc tout ce qui est transparence, co-construction, c'est aussi des piliers qui portent notre pilier principal, la juste rémunération des producteurs. Vous avez parlé de Lactalis, là on a encore parlé de l'origine. Et c'est vrai que l'origine France ne garantit pas une juste rémunération. Et pour continuer sur les anecdotes, ce que vous en avez fait également, quand on a décidé la dernière fois d'augmenter le prix conseillé de la brique de lait bleu, tous les distributeurs nous ont dit c'est pas possible, elle va pas se vendre, c'est la plus chère du marché, les consommateurs vont jamais suivre. Et en fait, on a continué d'être la première brique de lait vendue et nos ventes continuent d'augmenter. Donc ça montre aussi que quand on apporte de la transparence, et ben les consommateurs, et c'est plus la boussole, c'est plus le prix. La boussole, c'était là la juste rémunération. C'est aussi un produit de qualité, on fait attention aux valeurs nutritionnelles, au bien-être animal, etc. Mais on change complètement de boussole et en fait c'est possible. Mais aujourd'hui, les consommateurs, ils sont souvent exclus des discussions. On nous intègre très peu. On nous dit souvent que c'est mieux pour nous, ce type de produit, c'est mieux pour nous de mettre ci, ça, etc. Et au final, on pense à notre place. Mais quand on nous demande d'agir, quand on nous demande de choisir ce qui est bon, on est capable de faire les choix, mais il faut nous apporter l'information. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les supermarchés. Mais en tout cas, il ne faut pas être pessimiste, qu'il y a eu à un moment donné une question sur la marche, elle est trop grande enfin, c'est trop compliqué quoi, d'aller vers ce but. Mais les choses changent. Pareil, dans le rayon du lait, souvent, certains distributeurs ou d'autres marques nous disent « oui, vous allez cannibaliser nos ventes ». On se rend compte aussi que quand on porte un message tous ensemble, en fait, c'est que positif. Et le rayon équitable n'a fait que grandir dans le rayon du lait. Donc, il y a d'autres marques aussi comme Cantavélote, Fair France qui ont porté les mêmes messages. Et en fait, toutes les ventes ont augmenté. Donc, faut pas non plus se mettre les uns contre les autres. C'est vraiment un message universel qu'on doit porter, que ce soit juste rémunération, transparence, qualité nutritionnelle. Mais on peut vraiment faire bouger les choses. Il faut pas non plus attendre les lois, même si à un moment donné, il faut que ça s'inscrive au niveau d'un texte. On peut aussi, à notre échelle, en tant que consommateur, en tant que fabricant, en tant que journaliste, etc., porter toutes ces idées et petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Il le fait plutôt pas mal et merci pour ce témoignage parce que c'est vrai que on a
Notamment sur la notion du prix, on a tendance souvent, avec ces sujets de pouvoir d'achat, à se dire l'impossible est devant nous. En fait, quand on met l'énergie qu'il faut, avec la pédagogie qu'il faut, et qu'on ne pense pas à la place des consommateurs, mais qu'on leur laisse la possibilité de choisir en connaissance de cause, il se passe des trucs de dingue, en fait. Et bah, ça, c'est entre nos mains. Et on va continuer d'œuvrer pour rendre ça possible. Merci pour ce témoignage. Et en complément, mercredi dernier, on était à la CEC Agri-Agro, donc on va certainement démarrer avec le collectif. Et le triangle de l'inaction qui a été diffusé avec les consommateurs, les politiques et les acteurs économiques, où en fait tout le monde se renvoie la balle dans ce jeu de transition, etc. Et en fait personne du coup se met en mouvement. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec le collectif En Vérité, de rallier justement tous ces acteurs, avec le collège consommateur, les marques qui sont dans le collectif, et d'aller voir les pouvoirs publics pour les mettre en action. On est bien conscient en effet que le chemin sera très très long, mais si on ne démarre pas à un moment donné, on reste en bas et on n'arrive jamais en haut. Il y a les gens de la CEC d'ailleurs, je crois qu'ils sont dans la salle, que vous pourrez rencontrer au déjeuner si certains d'entre vous le souhaitent pour ce parcours Agri-Agro qui commence. Une question là-bas. Bonjour, Pascal Lagrasse pour le... je suis chef de projet affichage environnemental au ministère de la Transition écologique. Merci beaucoup au collectif En Vérité pour cette nouvelle étude qui vient nourrir un débat complexe sur les trois composantes et en particulier l'environnement qui est celle sur laquelle je travaille. Alors tu as dit, David, qu'il y avait déjà un rendez-vous prévu auprès de la ministre chargée de la consommation. Moi je pense qu'il est extrêmement intéressant, opportun que le collectif aille présenter aussi ses travaux à l'équipe de la ministre de la Transition écologique qui a pris ses fonctions dernièrement, et je ne peux absolument pas préjuger de l'accueil qui sera donné. Donc bref, je ne peux pas m'exprimer pour le compte du ministère tant que ceci n'a pas été présenté au ministère, mais je pense que c'est une contribution nouvelle et utile. Je voulais juste rebondir sur un aspect qui a été présenté, qui est un des aspects particulièrement intéressants, c'est lorsque les consommateurs ont été interrogés sur la perception d'un coût environnemental à côté d'un Planet Score. Et avec 2 tiers qui ont considéré, c'est ce qui a été présenté, que les informations étaient complémentaires. C'est une forme d'intuition qui a pu être exposée dans un papier publié par le gouvernement, c'était à l'été 2023, mais là, quelque part, il y a un test qui est intéressant. Je voulais juste commenter en tout cas cette complémentarité qui a pu être évoquée, ou de coexistence à tout le moins dans un papier publié en 2023 par le secrétariat général à la planification écologique. Il y a l'idée que dans l'environnement, il peut y avoir des modes de production qui sont jugés bons ou moins bons pour l'environnement, et c'est un regard qui peut être porté. Et puis il y a aussi des produits qui ont un peu ou beaucoup d'impact. L'affichage environnemental, l'un des point déclencheur des travaux réglementaires dans lesquels les gouvernements successifs ont été embarqués, c'est la Convention citoyenne pour le climat, avec les citoyens dont la première demande est: chaque fois que j'achète quelque chose, je veux connaître son score carbone. Et dans l'idée que le score carbone, il y a une notion un peu de, quelque part, plus je consomme, plus je peux quelque part engager du score carbone, et tout ceci se cumule. Alors, le score carbone, c'est quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant pour l'agriculture. Ça a été très clairement établi et c'est absolument pas démenti. Mais dans cette complémentarité, et ça a été un petit peu dit, il y a cette idée que le coût environnemental, il va dire si un produit a un peu ou beaucoup d'impact, pas forcément s'il est bon ou pas bon. C'est 2 choses assez différentes. Et donc, on voit dans les exemples qui ont été présentés qu'il peut y avoir que ce pas des informations contradictoires. Juger le mode de production et puis regarder si un produit a un peu ou beaucoup d'impact. Et donc notamment, moi, c'est un aspect qui n'est pas couvert par l'étude parce que ce n'était pas le champ, c'est le cross-rayon. Là, vous avez comparé des sauces bolognaises entre elles, vous avez comparé des galettes végétales entre elles, mais quid si on allait comparer des produits issus de rayons différents? Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Et donc, juste une dernière illustration de ce mécanisme, un coût environnemental, il peut typiquement signaler le fait qu'un produit carné a beaucoup d'impact, et que donc il faut le choisir avec particulièrement de vigilance, parce que il y a produits carnés et produits carnés, suivant les modes de production, le coût environnemental il est plus ou moins fort, et ça se traduit aussi dans des informations telles que le Planet Score. Donc très intéressé à continuer d'explorer cette complémentarité. C'est pas simple, ça se formule pas en 2 phrases synthétiques, mais merci au collectif en tout cas d'avoir réalisé cette étude.
Merci Pascal pour le témoignage et pour l'invitation qui est bien notée. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? On va continuer la discussion, bien sûr, autour d'un déjeuner. Et si personne ne se lève, je déclare cette première partie terminée et je vous invite à vous régaler. Je vais faire bref parce que tout le monde a faim. Si vous voulez voir un exemple d'entreprise qui a énormément d'audace sur la transparence, je vous invite à regarder sur notre page LinkedIn. On a publié 2-3 semaines. Picard, surgelé, sur la totalité de ses références, qui affiche Planet Score et Nutri-Score, qui en plus fait un bel article pédagogique sur son site internet. En très peu de temps, là, cet été, ils ont eu 400 000 clics. Donc les gens sont vraiment intéressés, alors notamment sur les produits qui sont DE en Planet Score, parce que les gens sont plus accoutumés sur Nutri-Score, ça fait déjà des années qu'il est sur le site. Et Picard a presque plus des 2/3 de ses produits qui sont dans le orange et rouge avec des animaux rouges. Voilà. Qui d'entre vous est capable de faire ce genre de step? Merci beaucoup. Merci à tous et rendez-vous au déjeuner pour la suite. Et bon appétit.